Bellali pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le sauvetage devant Kersil Félix de Lyon-Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, brestoise, est-ce que 25 000 € finalement c'était pas si cher que ça? Bienvenue pour ce 84e épisode de Brest On Air où on est rejoint évidemment dans cette nouvelle année pleine de stades brestois, de Fanch et de Yann. Messieurs, comment allez-vous? Bonne année à vous tout d'abord. Bah écoute, bonne année, tout va très bien, Donc on s'est beaucoup parlé en ce moment, enfin surtout avec Yann déjà récemment avec le podcast sur nos vœux pour 2023 et le fait que Brest allait ou non se maintenir, mais très heureux de reprendre le rythme du podcast. Oui, très heureux ici aussi. Déjà le 3e épisode de la semaine, grâce à une actualité qui est chargée, peut-être pas dans le bon sens, hein, on va en parler. Mais un grand plaisir et donc meilleurs vœux à tous les supporters brestois parce que je crois qu'en 3 épisodes, je n'aurais toujours pas sauté. En tout cas, bonne année et bon courage, surtout à nous. Visiblement, si vous avez écouté l'excellente intervention de Sky, notre presque quatrième personne du podcast Brest On Air, sur Eric Roy, on va sûrement pas s'éclater en allant au stade ces 6 prochains mois, mais bon. Est-ce que là est là le principal? Peut-être pas, en tout cas on va en discuter pendant quelques dizaines de minutes avec Yann et Fanch pour donc débriefer cette période et l'arrivée de Eric Roy. 3 mois après donc la mise à pied de Michel Derzakarian qui était le 11 octobre 2022 et s'en est suivi beaucoup de rumeurs ici et là, de noms qui sont apparus dans la presse, pas mal d'interventions aussi de Grégory Lorenzi, et c'est peut-être aussi ce qui passe mal dans les avis des supporters brestois depuis la nomination de Eric Roy. Là on est un peu à froid, mais c'est vrai qu'à chaud, qu'est-ce que ça a été votre première impression après l'annonce officielle, on va dire? Alors, on l'a senti venir, hein, puisque l'équipe, le Télégramme, même nous, on avait des intels comme quoi Eric Roy allait devenir le prochain entraîneur. Mais quel a été votre premier ressenti après la nomination de Eric Roy? Alors, c'est vrai que nous, on l'a su assez tôt, parce qu'on en a parlé déjà tous les trois entre nous. C'était lundi soir, si je dis pas de bêtises, donc ça devait être le 2 janvier. On l'a appris sur les coups de 17h qu'Eric Roy était arrivé à Brest. Et le principal signal, c'est que tous les trois, on voulait pas y croire déjà, dans le sens où on espérait qu'il vienne pour autre chose à Brest. Je pense que ça en dit long sur notre état d'esprit à ce moment-là. Et en fait, il faut bien comprendre une chose, mon point de vue, c'est que j'ai rien du tout contre Eric Roy. De toute façon, je pense que ce sera pas pire que ce qui a été fait depuis quelques semaines, voire quelques mois. Mais c'est vraiment le décalage, tu l'as dit Quentin, entre ce qui a été annoncé, entre un profil jeune, inexpérimenté, avec quelqu'un qui va apporter vraiment des idées nouvelles sur le jeu. On pensait à un type, on nous prenait l'exemple de Régis Lebris à Lorient. Yann, tu donneras d'autres exemples tout à l'heure de coach qui étaient évoqués dans les rumeurs. Et finalement, le profil d'Eric Roy, qui est un gars qui n'a pas entraîné depuis plus de 10 ans maintenant, qui est plus un consultant désormais, voire il a été directeur sportif. En fait, on sait pas trop ce qu'il est, on sait pas trop qui il est, on sait pas trop ce qu'il vaut comme entraîneur. C'est vraiment ce décalage entre le profil annoncé qui pouvait être intéressant et finalement la personne qui arrive, et aussi le fait que pourquoi attendre si longtemps pour signer Eric Roy puisqu'il n'a été pris nulle part. Donc plusieurs interrogations et vraiment une déception pour ma part. Oui, de même une grosse déception parce qu'on a un décalage avec d'une part ce qui était annoncé, avec les attentes, et au-delà de ça, je garde pas un très bon souvenir d'Eric Roy, que ce soit en tant que commentateur, en tant que consultant. Ça me laisse perplexe. On va le soutenir évidemment, mais non, l'accueil est difficile de mon côté. Surtout, comme tu l'as dit en plus, Fanch, il arrive après 3 mois. Il a pas de contrat depuis 10 ans. On a laissé quand même passer une trêve entière sans entraîneur et on se retrouve avec Eric Roy pour 6 mois.
C'est bon, mission commando, hein, ça c'est positif, mais je suis perplexe, on va dire. Mais peut-être au-delà de ça, je pense que ce qui a généré le plus de critiques des supporters, c'est le décalage entre ce qui était annoncé et recherché et la décision qui a été prise. On rappelle ces mots qui ont été rabâchés maintes et maintes fois, on ne va pas faire n'importe quoi. Vu de l'extérieur, ça y ressemble un peu quand même. Et je me permets de juste rediriger les gens vers le podcast que tu as enregistré avec notre ami niçois, qui nous dit, si je ne dis pas de bêtises, que Eric Roy va beaucoup jouer sur l'affect avec les joueurs, sur le côté humain, plus que sur le côté tacticien pour faire redresser la barre à l'équipe. Et justement, profiter de ces 2 mois pour leur remettre la tête à l'endroit, leur redonner confiance, leur parler, essayer de discuter avec les joueurs individuellement, collectivement. C'était une occasion vraiment en or là qui se présentait au club. Il n'y en aura plus jamais des trêves comme ça l'hiver, de remettre vraiment les joueurs dans une forme de confiance, parce qu'on a bien vu que certains joueurs, ils sont pas du tout au niveau ne montrent pas ce qu'ils étaient capables de faire les années précédentes. Je pense à Franco Nora par exemple. Peut-être remettre leur tête à l'endroit. Et on n'a pas profité de ce temps-là. Moi, ça me fait penser une chose, c'est qu'on espérait d'autres pistes. On espérait d'autres entraîneurs. On a vu que le Télégramme évoquait notamment Rémi Garde qui a refusé le poste. Et que finalement, là, il commençait à y avoir urgence. Et qu'en 3 mois, on n'a pas été foutu de trouver un coach. Et qu'on a pris le premier qui a accepté de venir tout seul en plus, et prendre les rênes d'une équipe qui aujourd'hui est complètement à la dérive. Et c'est ça la principale information, c'est que je pense que Grégory Lorenzi cherchait, mais n'a pas trouvé quelqu'un qui correspondait à toutes les cases qu'il voulait qu'il coche, puisque il devait venir sans staff, il devait être jeune, il devait machin truc ici et là. Ça a dû être compliqué en milieu de saison pour un entraîneur qui soit sous contrat ou pas de venir sans staff dans une opération un peu presque kamikaze, parce que vu le niveau de jeu affiché, surtout sur ces 2 derniers matchs, on se dit que c'est pas un cadeau pour un jeune entraîneur de venir essayer de remettre le bateau à flot. Et c'est là que ça a été trop difficile. Est-ce que tout le profil recherché, est-ce que c'était pas un peu trop... Est-ce qu'il aurait pas fallu finalement amener un entraîneur avec son staff, finalement, plutôt que de chercher quelqu'un qui voulait venir seul dans un staff qui a été plutôt correct dans cet intérim. Les résultats n'ont pas été catastrophiques, mais ça fait comme 10 ans qu'ils sont là. Est-ce qu'ils sont vraiment nécessairement obligés de venir pour ne pas remplacer quelqu'un par tout un staff, quoi? J'ai l'impression avec ce choix qu'on met vraiment un pansement sur une jambe de bois, en fait. On a vraiment une réaction qui est dans l'urgence. Alors, ce qui est encore pire, c'est qu'on a une réaction dans l'urgence, un choix dans l'urgence, alors qu'on avait le temps de le faire, ce choix. On n'avait pas 15 jours, on n'avait pas 1 mois, on avait 3 mois pour réfléchir. Et on n'a pas été capable on prend un coach le lendemain d'un match à Monaco qui aurait mérité justement d'avoir quelqu'un sur le banc. On l'a vu à Lyon, je pense qu'avec un entraîneur, un véritable entraîneur sur le banc, et je n'ai rien contre Julien Lecher qui a pris les rênes de l'équipe. Bon, on lui a demandé de le faire, il a certainement fait ce qu'il a pu, mais peut-être avec un véritable entraîneur qui aurait travaillé des choses avec cette équipe brestoise, contre un Lyon que j'ai trouvé correct, mais quand même pas non plus flamboyant, tu pouvais espérer autre chose. Qui a perdu contre Clermont 3 jours plus tard. Voilà. Et sur les profils qui étaient avancés, donc un jeune entraîneur, il y avait notamment celui d'Abid Bey qui était revenu. Et on nous a dit que Brest aurait finalement abandonné cette piste, n'aurait pas souhaité la poursuivre. C'est Mathieu Bonnemer qui en parlait dans l'afterfoot hier soir lorsqu'ils ont annoncé Eric Roy. Donc évidemment, ils ont eu la même réaction. Et Mathieu Bonnemer, je sais plus qui d'autre, qui disait que c'était extrêmement étonnant de la part de Brest de faire ce choix-là. Et que Abid Bey finalement n'avait pas voulu venir à Brest parce que il espérait lui monter avec le Red Star et il n'était pas du tout convaincu que Brest puisse se maintenir en Ligue 1. Donc arriver en Ligue 2 avec Brest ou avec le Red Star, il préférait être avec le Red Star. Voilà. Je pense que la situation sportive de Brest n'a pas aidé à trouver un coach qui voulait bâtir sur le long terme, et tu l'as très bien dit, Quentin, le fait de devoir venir seul, c'est également une contrainte supplémentaire pour un coach. Donc j'ai pas compris pourquoi l'entraîneur qui allait arriver ne pouvait pas venir avec son staff. C'est pour moi une hérésie totale. Et est-ce que vous pensez aussi que le fait de devoir payer ces 25 000 € d'amende à tous les matchs par exemple, au-dessus de Grégory Lorenzi, a fait un peu grincer les dents, et on lui a demandé de trouver quelqu'un qui avait le diplôme assez rapidement pour éviter de payer toutes ces amendes pendant on ne sait combien de temps.
C'est possible. L'autre impression que j'ai, et je pense qu'on va pouvoir l'avoir en reprenant un peu par date ce qui a évolué, c'est que le cahier des charges a évolué, et que finalement, Grégory Lorenzi, même si c'est le grand chef du sportif, ça n'a pas été le seul à décider. On a vu notamment en cours de route arriver la volonté d'avoir un profil local, ça n'a jamais été une volonté de Lorenzi. On sait que l'aspect financier, bon, évidemment, c'est leur club, c'est eux qui le payent, donc c'est la direction qui décide, mais c'est peut-être là où ça m'inquiète encore plus, c'est que on a du mal à discerner qui a décidé, qui a choisi quoi, sous quelle pression, et peut-être que la ligne qui jusqu'ici était assez claire, c'était de donner plein pouvoir à Lorenzi et c'est lui qui décide de tout, bah, peut-être que sur ce choix n'a pas été effective. Là, j'ai l'impression que Lorenzi, finalement, au lieu d'avoir recruté un entraîneur, a presque recruté un autre directeur sportif bis, un manager. On l'a vu sur ses premiers entraînements, alors peut-être que ça va évoluer, mais que Eric Roy prend beaucoup de recul, laisse encore beaucoup la parole à Julien Lachuer. Est-ce qu'il s'est pas lui-même tiré un peu une balle dans le pied, ou est-ce qu'il n'est pas mis en concurrence? J'en sais rien, je pense que Lorenzi a encore beaucoup de pouvoir au club. Mais là, depuis, j'avais dit que son mercato, dernier podcast, avait été loupé. Je trouve que ce choix, il est curieux. Alors évidemment, on va le soutenir, mais je trouve qu'il est extrêmement curieux. Je le trouve moins inspiré en ce moment, Lorenzi. Bon, après, si on veut positiver, on a eu d'autres noms un peu casquettes, terribles qui sont sortis. Je vous propose de le faire par ordre chronologique. Évidemment, 11 octobre, Der Zakarian a mis à pied. Sans surprise, on a les classiques. Pascal Duprat, Jocelyn Gorenek, Pellissier, on a eu des noms comme ça. On est bien d'accord que sur ces premiers noms, il y avait personne qui nous parlait réellement. Non, mais on va dire que c'est des pompiers comme celui qu'on a pris actuellement et avec 3 mois après, quoi. Ouais, et puis des pompiers qui ont, que ce soit Duprat, alors j'aime pas du tout, je préfère que ce soit, vraiment c'était la personne que je voulais pas du tout à Brest, parce que c'est vraiment pas un type sympa, Duprat. Mais par exemple, Gourvenec et Pellissier, j'étais pas fan, l'état d'esprit en voyant ces noms-là, j'étais pas forcément emballé. Mais au moins, ils ont le mérite d'avoir un Gourvenec qui jouait la Ligue des Champions il y a 2 ans, quoi. Donc, tu peux te dire, le gars, il est encore dans le truc. Il avait fait des belles performances avec Lille, il a été gagné à Séville, il a fait des trucs. Là, Eric Roy, depuis 10 ans, il a rien fait. Depuis 10 ans, le foot, il a changé en disant, on voit bien la difficulté avec laquelle Laurent Blanc, pourtant lui, ça faisait pas 10 ans, a sur le banc de Lyon après 7 ou 8 ans sans entraîner en Europe. Mais c'est le côté dont j'ai envie d'être un peu optimiste. Ça peut être un point positif ou un point négatif finalement de ne pas avoir entraîné depuis 10 ans. Alors en 10 ans, il a quand même eu son diplôme du BEPF, pardon. Ce qu'il n'avait pas donc quand il a entraîné à Nice. Je pense que ça lui offre comme un panel de comment savoir gérer un effectif, comment savoir gérer des joueurs qui est un peu plus imposant que ce qu'il avait en 2012. Il y a quand même eu 3 ans entre l'obtention de son diplôme, donc avec avec des Zinedine Zidane, des Willy Sagnol, Diomède, Makelele, il était dans cette année-là. Et finalement, il a quand même pu, depuis 10 ans, se balader un peu, discuter avec d'autres entraîneurs, se documenter, se déplacer, apprendre. Donc, si ça se trouve, le Eric Roy, je pense que nous trois, notre avis sur le football a assez grandement changé depuis 10 ans. Donc c'est possible que la sienne aussi ait évolué et qu'on se retrouve avec un Eric Roy qui ne sera peut-être pas Pep Guardiola, mais qui ait des idées quand même un peu différentes de la façon dont le jeu doit se jouer en 2023 par rapport à celle qu'il avait en 2012. C'est vrai, je rajoute un point, la comparaison avec Laurent Blanc, elle est pertinente parce que Laurent Blanc était parti au Qatar, mais il a quand même, de son propre aveu, mis une vraie coupure où il regardait plus vraiment de foot français. C'était pas le cas d'Eric Roy puisqu'il commentait les matchs. Maintenant, ceux qui l'ont entendu commenter sont pas forcément rassurés. Bon, c'est un profil différent, c'était inattendu par rapport à ce premier match qui était finalement assez logique. 2-3 jours après, on a Grégory Lorenzi qui a réagi très rapidement. Dans une interview, je crois que c'était au Ouest France, qui annonce d'une part que Brest ne va pas se précipiter, ça a été respecté, et que la ligne, ce serait de trouver un entraîneur jeune et pas habitué aux joutes de la Ligue 1. Eric Roy, 55 ans. Ouais, et puis même 55 ans, une seule expérience, ça colle. Maintenant, l'autre exigence, c'était quelqu'un qui puisse apporter des nouvelles idées.
là-dessus, j'ai plus de doutes. Et ça, par contre, on va dire que c'est respecté, mais avec 6 mois de délai, quoi. Je pense que là, le Eric Roy, il est pris pour 6 mois. Alors, il y a toujours la possibilité qu'il reprenne 1 an ou 2 si jamais l'expérience se passe bien, ce qui pour moi serait une erreur. Mais l'idée, ce serait peut-être de faire les 6 mois avec Eric Roy, et peu importe que le club se maintienne en Ligue 1 ou descende en Ligue 2, on prend quelqu'un, on débute quelque chose de nouveau avec là, cette fois-ci un entraîneur jeune, peut-être avec qui aurait le droit de venir avec son staff et avec ses idées pour vraiment recommencer un projet jeune. J'imagine qu'il y a pas mal d'entraîneurs qui ont possiblement été sollicités, qui n'ont pas donné suite parce qu'on était en plein milieu de saison et qu'ils voulaient terminer la saison avec leur club. Et évidemment, on pense bien sûr à Papus Camara, bien sûr fort SB29 à partir de juin 2023. En fait, tu parles de projet, et c'est vrai que, juste, Yann, c'est vrai qu'on regarde un petit peu ce qui fonctionne en France. Alors, je regarde plus la France que l'étranger, mais même à l'étranger, hein, c'est vraiment les clubs qui ont des projets qui sont finalement récompensés sur le long terme. Si on prend le Racing Club de Lens, Lens était en Ligue 2 alors qu'on était déjà en Ligue 1, et ils ont mis un coach qui est Franck Hez avec des idées, ils ont passé du temps, ils n'ont pas été prendre un pompier ou qui que ce soit, lorsqu'ils ont viré Montagnier, et ça marche très bien. Si on va voir à l'étranger, je prends Arsenal, lorsqu'Arteta était en difficulté, alors les moyens sont évidemment pas les mêmes, les joueurs ne sont pas les mêmes, mais la concurrence n'est pas non plus la même. Arteta, il a eu 2 ou 3 saisons galères, aujourd'hui il est en train de rouler sur la première ligue, alors je sais pas s'il sera champion, mais en tout cas c'est couronné de succès. Il y a d'autres clubs en France, un Rennes qui sur le long terme progresse année après année. En revanche, tu as des clubs qui font un peu n'importe quoi et tu vois que ça se casse la figure. Tu vois Saint-Étienne, je vois Angers. Vraiment, je pense qu'il faudrait presque être d'accord de se dire bon, on perd 1 an ou 2 et on met un Papus Camara, comme tu dis. On met un mec, Yann, tu vas citer des exemples, notamment du 26 octobre, on en avait parlé entre nous, un coach qui est à Rennes, des jeunes entraîneurs peut-être méconnus au haut niveau, mais avec une véritable idée sur le 2, 3, 4 ans peut-être, et travailler là-dessus plutôt que réagir encore sur du 6 mois, du 1 an, de prendre un Gourvenec, de prendre un Eric Roy, de prendre un Pascal Ducroix, et finalement, c'est que repousser la descente en Ligue 2, à mon sens. Là, Quentin l'a cité, Papus Camara, et c'était un peu un batch de 3-4 noms qui circulaient à ce moment-là, Habib Bey, Papus Camara, je crois que c'est Laurent Huard de Saint-Étienne, et Philippe Bizel de Rennes. On peut revenir sur ces 4 noms peut-être rapidement. Habib Bey, Franche, tu l'as déjà évoqué, il est avec le Red Star, il n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un que t'aurais pris, toi, Habib Bey? Je suis pas fan humainement d'Habib Bey, puisque quand il parle, j'ai toujours un peu l'impression que c'est un peu un donneur de leçons. Et après, c'est peut-être dans sa posture de consultant qu'on lui demande de faire ça. Après, pourquoi pas, hein, franchement, moi je suis pas fermé, je m'attendais pas à voir Guardiola. Si le gars il arrive avec des idées sur le jeu, pourquoi pas, très honnêtement, pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau. J'avais rien contre l'entraîneur, c'était plus le côté un petit peu sur Canal, parfois j'apprécie pas forcément toujours ses avis, mais coach et consultant c'est 2 métiers différents. L'autre nom qui ressortait, c'est celui qui plaît à Quentin, Papus Camara. Alors Quentin, pourquoi Camara Forest B29? Déjà il a une bonne réputation au niveau des supporters du Paris Saint-Germain. D'ailleurs quand moi j'avais émis l'idée de pouvoir éventuellement le prendre, il y avait pas mal de 3-4 supporters du Paris Saint-Germain qui m'avaient demandé de me taire pour que Papus puisse continuer avec les jeunes du PSG. Je crois que ces jeunes jouent plutôt pas mal au foot. Il a aussi été adjoint de très très bons entraîneurs comme Ancelotti. Je crois qu'Emery il était toujours aussi avec lui possiblement, je suis pas sûr de ça. Mais oui, il a quand même eu des grands joueurs. Voilà, c'est un peu un hybride entre un mec qui sait former des joueurs, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes joueurs du PSG qui sont en train d'éclore, qui sont en train d'éclore avec la première là, et que ce soit avec la première du PSG ou bien dans des clubs à l'étranger. Et aussi un mec qui a connu le très très haut niveau, avec des top entraîneurs et qui a entraîné, on va dire, qui a côtoyé des top joueurs. En plus, je trouve qu'il s'exprime plutôt bien. Le PSG
lâche parfois des vidéos sur l'avant-match et le match de CU19, notamment en Youth League, et je trouvais qu'il avait plutôt belle allure, Papus Camara, et c'était aussi l'occasion, bien sûr, de repartir avec un projet neuf, avec un entraîneur neuf qui allait découvrir sa première expérience au niveau professionnel en tant qu'entraîneur principal, et moi je trouvais ça plutôt cohérent. Alors si ça se fait pas cet hiver, ce sera peut-être l'été prochain, mais en tout cas sur le papier ça me plaisait pas mal de prendre Zoumana Camara. Voilà, des contacts qui ont été réels. A priori, ce qu'on a reçu du côté parisien, c'est que Camara voulait finir la saison à Paris, dans tous les cas. Et peut-être l'été prochain, il verra sur un vrai projet, parce que lui, il aspire à être entraîneur d'une équipe de Ligue 1 à l'avenir. Ça, il l'a jamais caché. Espérons que ce soit le Stade Brestois, peut-être cet été. On en reparlera, Quentin. Les deux autres noms qui étaient sortis à ce moment-là, donc Laurent Huard, on a contacté nos collègues de Saint-Etienne. A priori, c'était juste une rumeur d'agent. Il n'y a jamais eu de vrais contacts, de vrais échanges. Et quand on voit le profil, le CV de Laurent Huard, j'ai presque envie de dire merci. Puisque Saint-Etienne, ces dernières années, c'est assez compliqué. Et l'autre nom... Alors ça sort pas mal de joueurs du centre de formation, sauf que les joueurs sont pétés. Donc Voilà, c'est ça. C'est Madi Camara, une des meilleures sorties de ces dernières années. Exactement. Ouais. L'autre nom qui était sorti, c'était Monsieur Bizel du Stade Rennais. Alors, qui était sorti, c'était plus discuté en rigolant, en présentant, mais c'est un actuel adjoint du Stade Rennais qui a fait l'intérim après le départ de Julien Stéphan et qui avait donné quelques interviews disant que ça lui avait plu, lui il se voyait potentiellement partir dans un autre projet. Et sur le coup, je sais pas s'il y a eu contact ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que le profil pouvait séduire un peu tout le monde, contenter un peu tout le monde, parce que d'une part c'était le local, le breton de l'étape, de l'autre c'est quand même quelqu'un qui a travaillé avec Julien Stéphan, avec Bruno Genesio, donc des entraîneurs qui ces dernières années ont fait briller le Stade Rennais avec les résultats et surtout avec le jeu. Et en plus, de ce qui ressortait de ses communications publiques, c'est quand même quelqu'un qui n'aurait pas eu peur de rentrer dans les joueurs, d'avoir un discours très prononcé. Donc je sais pas s'il y a eu des contacts, mais c'était un nom finalement assez sympa vu de l'extérieur. En fait, l'idée c'est aussi, moi, je l'avais dit après le limogeage de Der Zakarian dans le premier podcast qu'on avait fait, l'occasion de choisir un nouvel entraîneur, c'est aussi d'envoyer un message à tes supporters, à tes joueurs, à ton effectif. L'entraîneur, il arrive avec des idées, il arrive avec une certaine aura, et ça doit donner aussi envie aux joueurs, aux supporters de te suivre dans ton nouveau projet. Et ce genre de curiosité un peu nouvelle, je pense que ça attire surtout quand les entraîneurs ont bonne réputation, comme ça avait pu être le cas au niveau de Jean-Marc Furlan. Beaucoup de joueurs avaient suivi Jean-Marc Furlan et continuent de le suivre dans ses diverses expériences. Ça avait été aussi le cas, je pense, avec Olivier Dalloglio quand il était arrivé. On était tous plutôt emballés par l'arrivée de Dalloglio, et je pense qu'il y a quelques joueurs qui avaient signé. Je pense à Franck Honora, peut-être Romain Perrault aussi, qui avait signé parce que Olivier Dalloglio avait des idées de jeu qui pouvaient les mettre en valeur. Et là, à chaque limogeage, à chaque licenciement, à chaque fin de contrat d'un entraîneur, c'est aussi la possibilité pour le directeur sportif de donner un nouvel élan à ton projet et de faire passer un message à tout ton club. Donc là, un nouvel entraîneur un peu jeune, un peu dynamique, ça peut aussi être le cadre pour lancer quelque chose. Et là, tu te retrouves avec Eric Roy. C'est vrai que quand t'es joueur, ça te dit pas spécialement grand chose, Eric Roy, tu vas sur le profil Wikipédia, dernière expérience à Nice en 2012. Est-ce que ça te donne vraiment envie? Tu l'as peut-être écouté sur une Coupe de France, une finale de Coupe de France à commenter. C'est un peu moyen. On verra ce que ça va donner. Je pense que la vraie décision finale et le nouvel élan du Stade Brestois, il se fera dans 6 mois. Mais dans quelle division, ça, on le saura au bout de 38 journées. Et tu parles de la fiche Wikipédia d'Eric Roy, mais qu'est-ce que ça va être quand les joueurs vont écouter le podcast avec l'ami niçois, là, ils vont se tirer une balle. Je me permets de revenir sur la chronologie en accélérant. Finalement, entre fin octobre et mi-novembre, pas grand-chose. On a eu des rumeurs un peu bidons, type Stéphane Diani, etc. Mais surtout, on a eu un grand changement, quelque chose de nouveau. C'est
le 13-15 novembre, on voit apparaître une nouvelle exigence, c'est que le mec vienne sans staff. Ça, au tout début, c'était pas dit. Et là, c'est vraiment... c'est le moment où ça marche plutôt bien. On sent qu'il y a quand même une dynamique différente dans l'effectif. Alors les résultats sont pas forcément ceux attendus, mais je pense que sur les premiers matchs du trio, alors on va mettre Nantes de côté, parce que c'était vraiment le tout premier match et ça se passe pas très bien, mais surtout à cause des erreurs individuelles. Après t'as Nice c'est plutôt bien, tu perds sur une frappe de loin déviée par le dos d'un coéquipier. T'as Reims où tu mérites franchement de gagner, ça se joue pas grand chose, t'as quelques hors-jeux qui je crois un ou deux de Slimani qui se joue vraiment à pas grand chose. Tu gagnes contre 3, voilà, on va dire qu'il y a une autre dynamique, on voit quand même des choses qu'on n'a pas vues depuis le début de saison, et là je peux comprendre l'idée de venir sans staff. Maintenant, est-ce que c'était la bonne chose à dire, surtout dans les médias? Je suis pas sûr. C'est ça. Moi, je me posais une question sur ce que tu viens de dire, Quentin, parce qu'on a décidé, on voyait du mieux, c'est vrai, que le match à Nantes c'était catastrophique, mais le match contre Reims, on y était tous les deux ensemble, c'était quand même plutôt agréable à regarder. Le match de 3 dans la difficulté, mais tu le gagnes, donc quelque part il y a quand même nécessairement du mieux aussi. Mais est-ce que du coup Lorenzi, en voyant ces résultats un peu plus positifs, le fait que le groupe réagisse mieux à ce nouveau staff, c'était le même, mais en tout cas au fait qu'il n'y ait plus Michel Azakarian et ses adjoints, il s'est pas dit, mince, si je rajoute quelqu'un dans les pattes de ce groupe qui est déjà assez fragile, je vais encore plus le fragiliser, et n'a pas été tenté de garder le triumvirat le plus longtemps possible, justement. Pour moi, totalement. Pour moi, il y a ça, et ça explique aussi le choix d'Éric Roy, qui est quelqu'un qui va rester en recul, visiblement. C'est ce que Sky nous a dit, c'est ce qu'on a vu sur le premier entraînement. Et je vais pas dire que c'est un prête-nom, mais bon, sous certains aspects, ça peut y ressembler. En fait, là, je pense que l'idée, c'est de mettre un quatrième. Enfin, le trio va devenir quatuor, quoi, presque. Oui, c'est ça. Et c'est quand même, à mon sens, la preuve d'une perte un peu d'ambition dans le choix de l'entraîneur, parce qu'on veut plus forcément apporter du neuf. On prend ce qu'il y a sous la main, on bricole comme on peut, et voilà. Je suis assez inquiet là-dessus. Autre chose qui à mon sens était un peu une perte d'ambition, c'est que certes il y avait ce discours oui on prendra notre temps, etc. Mais si on se rappelle bien, le 15 novembre, donc après 3, Grégory Lorenzi annonce qu'il y aura un entraîneur à la reprise. Ça n'a pas été le cas. On a perdu un mois de préparation. Je sais pas à quel point ça peut être enquiquinant, on va dire, mais on a donc 3 co-entraîneurs qui n'ont jamais vécu une expérience en tant qu'entraîneur principal dans quelques clubs qu'ils soient. À quel point ils savaient faire une préparation? Je sais pas, enfin, je pourrais pas répondre à cette question, mais à quel point ils savent comment, alors ils le savent de l'extérieur plus ou moins, mais comment gérer une préparation d'un groupe professionnel. Sur l'aspect physique, on peut déjà se dire qu'il y avait quand même Yvan Bourgis qui lui maîtrise les choses, mais c'est vrai qu'après sur le reste, mais sur le reste, c'est vrai que la question est légitime parce que ils sont quand même relativement inexpérimentés. Je pense que Bruno Bourgis a fait son groupe de N3, mais ça va pas plus loin. Après, Lachuer et Bourgis ont participé aux préparations que ce soit avec Furlan, avec Dalloglio ou avec Zakarian. Mais encore une fois, c'est, à mon avis, c'est vraiment ce temps depuis le mois de novembre à maintenant qui risque de manquer en fin de saison lorsqu'on fera l'écoute. Oui, après moi je suis plus timoré dans le sens où Bruno Cauchy il a quand même X années de carrière, il en a connu des préparations de l'intérieur. Ok, c'est pas une question de gestion, mais bon, je suis pas sûr que ça ait réellement joué sur la mise en pratique. Après, mais c'est moi, sûr. j'ouvre le débat. Enfin, j'ai pas de réponse définitive à donner. C'est juste que je vois l'avant et l'après-préparation et je me dis que on est de retour à zéro. Je comprends, mais je pense que ce qui a manqué et ce qui est dommageable, c'est que il n'y avait pas de ligne. Dans le sens où si on dit au mec, oui, bon, après la prépa, vous aurez un nouveau coach, comment tu organises ta prépa? Quelle direction tu donnes?
Et c'est curieux, c'est très curieux. Pour moi, on a perdu un mois qui sera important, pas forcément sur le plan physique ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que pour donner la bonne direction, donner la voie à suivre aux joueurs. Et donc pour finir la chronologie, on se retrouve avec la reprise en décembre. Le 17 décembre, Grégory Lorenzi annonce qu'un coach serait là en janvier. Finalement, 1er janvier, face à Monaco, il annonce juste avant le début du match qu'il y aura un coach qui arrivera dans les 2-3 prochains jours. Et l'épisode final, pour l'instant, c'est la signature d'Éric Roy le 3 janvier. Donc ça veut aussi dire que la performance contre Monaco n'avait absolument aucun impact sur le choix, puisque visiblement l'entraîneur était sûr d'arriver, peu importe le résultat contre Monaco. C'est ça. Donc est-ce que ça date d'avant Lyon même? 3 mois pour trouver Éric Roy. Est-ce que ça dégage quelque chose? Moi, vraiment, quand on reprend cette chronologie, l'impression que j'ai, c'est que petit à petit, il y a eu une perte d'ambition. Sûrement parce que les entraîneurs ont dit non, tout simplement. Que ce soit, on a évoqué Rémi Garde, Benoît Tavenot, Habib Bey. Aujourd'hui, aucun de ces noms n'arrive. Et j'ai envie de dire qu'Éric Roy, il se retrouve ici par défaut. J'aimerais bien savoir depuis combien de temps les contacts ont été noués avec Éric Roy, parce que j'espère qu'on ne s'est pas réveillé il y a une semaine, et qu'il ait au moins eu le temps, lui, de son côté, de regarder des matchs de Brest. Alors, c'est pas forcément très agréable, mais le pauvre. Mais pour voir un petit peu à qui il avait affaire. Alors, vous allez me dire, il était consultant. Mais quand t'es consultant, tu regardes pas, je pense, les matchs de la même manière. Tu regardes les deux équipes. Tu n'es pas vraiment impliqué pour l'une ou pour l'autre. Et tu regardes ça d'un côté un petit peu neutre et tu donnes ton avis rapidement. Et quand tu vas être coach, tu dois vraiment étudier, analyser les complémentarités entre les joueurs, les différents postes, etc. J'ai un petit peu peur qu'il ait été contacté là, genre après le match de Lyon, vite fait, tiens, salut Eric, qu'est-ce que tu fais début 2023, on a un poste pour toi, quoi. Ça me fait ce choix d'urgence et finalement du dernier choix m'inquiète un petit peu. Et j'avais une question pour vous, je vais vous poser la question avant de démarrer le podcast. C'est qui a le plus à gagner ou à perdre en fait dans cette histoire? Est-ce que c'est Éric Roy? Parce que pour moi Éric Roy, lui, il a rien à perdre, il a tout à gagner. Ou pire, ça se passe mal, il va dire de toute façon l'équipe était déjà dans la merde, j'ai pas eu le temps de faire de préparation, on m'a appelé, j'ai été comme un pompier, ça n'a pas marché, il y a 4 descentes, c'était comme ça. Et Brest d'un autre côté a beaucoup plus à perdre, je pense. C'est plus risqué pour Brest que pour Éric Roy, à mon sens. En tout cas, Brest a gagné 500 000 € à peu près d'amende, qui je pense est l'argument principal pour faire venir Éric Roy. Honnêtement, je pense que c'est aussi le cas. Je reste persuadé qu'Éric Roy n'a effectivement rien à perdre. Peut-être même, j'aurais envie de dire, presque pas grand-chose à gagner, parce que si on lui dit que c'est 6 mois secs et rien d'autre, je vois pas pourquoi il est resté carcassé. Ça fait 10 ans qu'il est dans le football, mais pas entraîneur. Il arrivera à trouver d'autres portes de sortie, soit en tant que consultant, en tant que commentateur, ou dans un cercle technique. Il était directeur sportif à Lens, puis au Watford, donc il arrivera à rebondir quoi qu'il arrive, et lui, que ça se passe bien ou mal à Brest, peu importe. Après, justement, l'intervention de Sky dans le podcast, très bonne interview d'ailleurs, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment, ça éclaire un peu sur la personnalité, quelques détails assez intéressants de la vie de Éric Roy, qui avait quand même signé en CDI à Nice. Ça, c'est quand même une dinguerie. C'était quelqu'un qui apparemment était assez opportuniste. Et là, je pense qu'il a lui aussi à poser le pour et le contre, et au final, comme tu disais, Fanch, je pense que lui a pas grand chose à perdre. Si, comme tu l'as dit, si ça se passe mal, l'effectif était vraiment au fond du gouffre, c'était un peu le destin qui descend. S'il gagne, il s'installe un peu comme un possible pompier pour d'autres expériences dans les années futures, voire continuer avec le Stade Brestois. Donc l'opportunisme me semble assez bien vu là à ce niveau-là, du côté du caractère d'Éric Roy. Après, si on veut être, je sais pas si c'est positif, mais dans le pire des cas, on en attend tellement rien qu'on peut juste être agréablement surpris. Enfin, je sais pas vous, mais moi, Éric Roy, j'en attends rien. Je m'attends à aucun changement, que ce soit dans le fond ou dans la forme de ce que Brest propose aujourd'hui. Non, on va dire que le meilleur scénario, c'est que les mecs débranchent un peu le cerveau et qu'ils arrivent à enfin retrouver leur qualité qu'on leur connaît, parce que finalement
Brest a montré sur certains matchs qu'il était capable de rivaliser avec Marseille, avec Reims, oui. Bon. Heureusement qu'il rivalise avec Reims, mais qu'il était capable de gagner des matchs, de faire des trucs bien. Donc peut-être qu'on ne verra rien et peut-être qu'on verra un Stade Brestois qui va peut-être se sortir les doigts du cul. Et je pense que, comme beaucoup l'ont dit, peu importe l'entraîneur qu'on met, si jamais les mecs ne veulent pas se sortir les doigts du cul, on ira toujours en Ligue 2. Hein. Là, le principal problème, en fait, il est pas tellement footballistique, c'est juste que les mecs ont pas visiblement envie de défendre, pas envie de mettre le pied, et ça, peu importe l'entraîneur, qu'on mette Eric Roy ou Zinedine Zidane, ça changera rien, quoi. C'était très criant sur le match alors moins sur le match de Lyon, parce qu'à domicile, t'as toujours un petit peu plus d'engagement qu'à l'extérieur, mais à Monaco, sur la première période, il y avait 0 engagement. Les gars, ils jouent leur survie en Ligue 1, ils n'ont rien mis, ils se faisaient bousculer, marcher dessus, broyer, écrabouiller, et c'est une chance incroyable qu'il y ait 0-0 à la pause. Et on a bien vu, lorsqu'ils encaissent le but, très beau but de Golovin d'ailleurs, qui est dans un fauteuil pour marquer, mais il la met très bien. Après, il y a eu une réaction. Encore un Stade Brestois réaction. Ah merde, on est mené, il faut qu'on bouge. Et à partir du moment où ils vont commencer à courir, à faire les efforts ensemble, on a vu des joueurs. Moi, il y a des joueurs dans cette équipe qui me plaisent. Par exemple, je pense à Noah Fadiga sur son côté. Je pense que s'il progresse, il peut être vraiment extrêmement intéressant comme joueur. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait jouer Steve Mounier, qu'on a vu assez dangereux lorsqu'il est entré. Et après, évidemment, il y a toujours la poisse, le fait de perdre Romain Del Castillo. Mais moi, pour revenir sur le sujet de l'entraîneur, t'as raison, Quentin, c'est le sujet aussi il n'est pas vraiment footballistique, c'est vraiment dans les têtes. Mais je pense qu'au moins avoir cet homme sur le banc, diplômé, qui va être enfin identifié, on aura identifié un homme pour mener la barque, et non plus un trio, même si on avait vu que la Chuer avait un petit peu le lead quand même par rapport aux deux autres. Là, les rôles seront identifiés. On aura quand même le staff que les joueurs connaissent, que les joueurs apprécient visiblement, mais on aura ce capitaine dans le navire qui, lui, ne connaît pas les joueurs et qui ne va pas choisir normalement son 11 en fonction des affinités des uns et des autres. On va voir si ça peut changer quelque chose, et si de toute façon on va être rapidement fixé. À mon avis, d'ici un mois, on verra bien si ça va servir à quelque chose ou pas, si dans un mois on n'a pas gagné un match encore, et là il faudra préparer la saison prochaine. Plus que les résultats, ouais, alors, évidemment ils sont importants, mais c'est surtout l'attitude des mecs qui va être intéressante à avoir, et c'est commencer avec t'as un calendrier qui est quand même assez difficile. T'as du Lille, bientôt t'as du Lyon aussi, t'as du Monaco, Lens. Il y a du Lens, je crois qu'il y a Lyon et Lens en 5 jours d'intervalle. Ouais, c'est pas facile, et t'as Angers, tu reçois Angers, je crois, fin janvier aussi. Donc là, par contre, c'est les 3 puntos. Dans tous les cas, la seule certitude qu'on a, c'est que Eric Roy va finir la saison. Enfin, je pense pas qu'on le fasse arriver en janvier pour le licencier 3 mois après si tout ne va pas bien. À l'inverse, si tout se passe bien, est-ce que vous donneriez une autre chance à Eric Roy? Lui donner 1 an de plus, peut-être? Non. Moi non plus, je vais d'accord avec Quentin, parce que on dit depuis tout à l'heure que ça n'a pas vraiment de sens sur le long terme. Ce serait pas pour lui donner 1 an et demi, et tout simplement encore perdre 1 an sur un projet qui pourrait être plus intéressant à mener pour Brest. J'en parlais tout à l'heure, là c'est l'occasion, si par miracle, pour moi ce serait quasiment un miracle, on arrive à se maintenir en fin de saison. J'espère que les contacts qu'on a pu établir avec certains jeunes entraîneurs ne seront pas totalement rompus, et on pourrait repartir, je sais pas, avec un Papus Camara par exemple, lui donner les clés de l'effectif dès juin prochain pour qu'il fasse sa préparation, et ensuite attaquer la Ligue 1 ou la Ligue 2 malheureusement l'année prochaine. Mais il faut voir un petit peu sur le projet, à mon avis, long terme, avec des idées, parce qu'à Brest, comme on n'a pas d'argent, il faut qu'on ait des idées. Et là, j'ai l'impression qu'on manque cruellement d'argent, et surtout on manque cruellement d'idées. Et les idées, c'est gratuit, donc ce serait bien d'en avoir un petit peu de temps en temps. Et bizarrement, je pense que, alors malheureusement, Brest serait presque plus attractif pour un jeune entraîneur en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Moins de pression, et tu jouerais, je pense, le haut de tableau immédiatement, donc tu aurais presque l'un des plus gros budgets de Ligue 2. Alors évidemment, il y aura peut-être pas Saint-Etienne, j'allais dire Saint-Etienne, peut-être pas, sûrement pas d'ailleurs. Il y aura peut-être Bordeaux encore, il y aura peut-être des Angers, les équipes qui descendront éventuellement avec Brest, mais tout de suite tu jouerais le haut de tableau, et tu aurais les Guingamp, les Guingamp, les Concarneau,
Tu jouerais avec un effectif qui serait, je pense, assez séduisant, avec un club qui est plutôt bien structuré. Si Grégory Lorenzi venait aussi à rester malgré la descente, hein, on ne sait jamais. Je pense que lui ne manquera pas de sollicitation également. Donc ce sera peut-être plus agréable pour un jeune entraîneur de démarrer comme ça que de jouer le maintien ou on va dire les 10 dernières places de Ligue 1. Quoi. Bon, à titre personnel, je préfère quand même jouer les 10 dernières places de Ligue 1 la saison prochaine. Oui, mais tu n'es pas un éventuel entraîneur du Stade Brestois. Peut-être. C'est vrai. À moins que tu nous caches quelque chose, que tu as une info peut-être. Tu es peut-être en train de te passer tes diplômes en Estonie. Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Non, et peut-être, c'est ma dernière question, et après je ferme la parenthèse, mais est-ce que on peut pas envisager Eric Roy, donc là, finir sur ses 6 mois, et dans le même temps, un Bruno Grougy ou un Julien Lachuer passe ses diplômes, et finalement on fait une transition douce, et on est peut-être déjà en train de préparer l'ère Lachuer Grougy sur du long terme. Est-ce que ça vous semble une solution? Après, il faut déjà quand même 1 an pour passer les diplômes. Ouais, ça. Okay. Oui, il faut 1 an pour passer les diplômes, mais expérience de Stéphane Dumont notamment, à partir du moment où tu es engagé dans la formation, tu peux coacher. Tu payes pas d'amende si tu es engagé dans la formation, que tu l'aies ou pas encore. Mais il faut déjà avoir l'envie de passer la formation. Voilà. Je pense qu'il faut avoir candidaté pas mal à l'avance, parce que je crois qu'il y a qu'une dizaine de candidats qui est admis, on va dire, à la formation du BEPF, et on a quand même, enfin l'un des je sais pas si c'est un souci, mais en fait l'un des principaux problèmes, on va dire que si notre entraîneur de la réserve techniquement avait eu le diplôme, on aurait pu le promouvoir aussi du côté de l'équipe première, ce qu'a fait Lorient par exemple avec Régis Lebris qui entraînait sur la réserve, qui a aussi été directeur du centre de formation. Nous, Laurent David avait voulu passer son diplôme, on lui avait dit non parce qu'on ne voulait pas lui payer, quoi. Donc c'est aussi un éventuel problème si on ne veut pas former nos éducateurs et nos formateurs. Alors on se retrouve dans des situations un peu incongrues comme on la vit actuellement. Ne soyons pas pressés, c'est peut-être le fin mot de ce podcast, même de cette fin de saison. Mais de toute façon, niveau communication, il ne faut pas non plus attendre 11 et merveilles. Hein. De toute façon, en interne du club, ça ne se passe pas très très bien au niveau communication, vu ce qu'a dit Franco Nora, vu les émotions de Franco Nora après la rencontre de Monaco, qui ne savait pas que l'entraîneur allait débarquer dans les jours à venir. Donc, voilà. Tu parlais aussi de la blessure de Del Castillo, Fange. Ah, c'est ça. Del Castillo, là on enregistre, on est mercredi, il est 18h, on n'a aucune nouvelle de sa blessure. On nous a dit une gêne musculaire. Tout à l'heure, il sera guéri, qu'on n'aura même pas su la durée de son indisponibilité, quoi. De toute façon, c'est évident qu'il jouera pas à Branche, mais est-ce qu'il va être absent 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on sait que c'est un joueur fragile en plus. C'est vraiment, tout ça, ça fait partie je trouve, ça rajoute à l'agacement général de cette saison où déjà sportivement on n'est pas bon, et en plus à côté ils font vraiment rien pour que ça aille mieux, quoi. Il y a eu des décisions qui ont été prises notamment lors du derby, mais voilà, c'est ouais, voilà. Finalement, c'est vraiment une saison qui n'est pas très agréable à vivre. On va au stade avec un peu plus d'enthousiasme, parce que je pense que aussi là, nous on va en route de Quimper avec Fanche, c'est plutôt agréable, hein, autant ça se passe pas très bien, autant la nouvelle tribune est plutôt sympathique, mais c'est vrai que on a toujours l'espoir semaine après semaine que ça se décante un peu, qu'on retrouve un peu un Stade Brestois un peu conquérant, mais bon, semaine après semaine on se retrouve avec des prestations indigentes, avec de la communication qui est absente, voilà, c'est compliqué. Heureusement que nos jeunes sont premiers, les U19 et les U17. Mais pareil, et ça c'est une autre question, on en a parlé des tonnes de fois, des jeunes qui sont premiers quasiment tous les ans à être excellents dans leurs championnats respectifs, que ce soit U19 et U17, et parfois on Gambardella, quart, demi-finale, et derrière, il y a rien, on voit pas de jeunes qui intègrent le groupe, on a vu Camblanc très rapidement, il a fait deux matchs, mais il n'y a pas de jeunes qui percent, alors que j'ai l'impression qu'il y en a dans absolument tous les clubs. Et ça pareil, ça m'agace. Peut-être suis-je trop impatient, mais je trouve que la transition et la passerelle à jeune pro, alors certainement qu'elle est extrêmement difficile à passer cette marche, j'en doute pas une seconde,
Et quand t'as autant de bons résultats face à d'autres clubs, parce que Brest, Quentin, tu vas pas me dire l'inverse, ils jouent pas contre Plouguer ou Bloc-Maria, c'est face aux jeunes du FC Nantes, du Stade Rennais, de Lorient. Bah, je vais être de contredire, puisque Bloc-Maria et Plouguer en U19 national font de remarquables saisons. mais voilà, donc ils jouent contre ces jeunes Nantais, j'imagine que Colomboigny était dans les équipes nantaises il y a quelques années, que Désiré Doué était dans les équipes rennaises il y a quelques années, c'est des jeunes qui semblent passer la marche. Je dis pas que Brest doit sortir 3-4 joueurs tous les ans, mais peut-être un de temps en temps, ce serait déjà bien. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Josué Escartin joue à Bastia-Borgo, une équipe de Bastia-Borgo qui est relégable d'ailleurs, je crois, comme un tiers du national, hein, puisque un tiers du national va descendre en Ligue 2, ce qui est absolument fou. Mais ce n'est pas le débat. Peut-être un mot final sur Eric Roy. Mais il a est-ce qu'on va dire qu'à froid, votre réaction est un peu plus mesurée qu'à chaud? Moi, oui. Et je vais me permettre de commencer parce que je suis ressorti de l'échange avec Sky presque rassuré. Alors que, ceux qui l'ont entendu savent que Sky a un avis très négatif sur l'entraîneur, mais je me dis que finalement, pour une mission commando, bon, pourquoi pas. C'est juste con d'avoir attendu 3 mois pour ça. Moi, je dirais que, de toute façon, il n'a aucune raison de pas lui faire confiance vraiment. Il a pour l'instant rien fait avec Brest, donc il a le droit au bénéfice du doute et à notre soutien. Voilà, on se revendique supporter, donc c'est pas pour lui casser du sucre sur le dos dès qu'il arrive. On va d'abord lui laisser du temps, première chose. Et deuxième chose aussi, que les joueurs prennent un petit peu leurs responsabilités, mine de rien, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Et on a vu que les relations étaient compliquées avec Dalloglio, on a vu que les relations étaient compliquées avec Derzakarian. Peut-être aussi, eux ont leur part de responsabilité là-dedans. Voilà, donc j'attends d'abord que les joueurs se réveillent. Et si Eric Roy peut participer à leur réveil, ce ne sera que mieux. Après, si vous me connaissez, je suis pas l'optimiste de la bande habituellement. Je suis pas devenu optimiste depuis hier soir. Mais c'est vrai que si les entraîneurs changent constamment et que les attitudes et les résultats restent les mêmes, ça ne vient peut-être pas de l'entraîneur. Et j'ai une autre remarque, juste une dernière. Alors Eric Roy, il s'inscrit pas forcément sur le long terme. On a vu avec la durée de son contrat. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge quand même, c'est aussi la relation qu'entretient Grégory Lorenzi avec tous les entraîneurs qu'il a eu à sa disposition, avec lesquels il a dû travailler, que ce soit Furlan, Dalloglio, Derzakarian, également ça s'est mal passé. Voilà. Au revoir. Si Grégory Lorenzi veut venir dans Brest Tonnerre pour en discuter, il est évidemment le bienvenu, tout comme Eric Roy et tous les gens desquels nous avons parlé. Absolument. Sur ce, bon courage à nous. Bonne année quand même. J'espère qu'on fera un podcast, bilan de la saison qui sera un petit peu plus optimiste et qu'on sera heureux de s'être sauvé à la dernière journée contre Rennes. Mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, s'il doit y avoir Ligue 2, il y aura Ligue 2, ça nous fait pas peur. René Gaillard sous la pluie, on y